Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu le titre? On va commencer. Aujourd'hui j'ai ma petite assistante là en bas. Comme d'habitude, elle a pas voulu dormir. Donc, allons-y. Donc je me représente une énième fois. Moi c'est Audrey. Alors je fais toujours un petit épilogue au début de mes vidéos. Donc là, cette fois-ci, je vais faire le petit épilogue à partir de Tours. Je vais seule et j'étais suivie à la mission locale. À ce moment-là, je faisais des petits boulots par-ci par-là. J'étais principalement hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse à Auchan. Auchan Tour Nord, pour ceux qui connaissent, petit big up. J'ai kiffé travailler là-bas, c'était trop. Mais en même temps, je savais que je voulais pas en faire mon boulot pour la vie, quoi. Déjà parce que de 1, c'était pas ce que je voulais faire. De 2, c'était pas stable. Parce que clairement, j'avais des contrats à la semaine. Sachant que quand je quittais la région parisienne, j'avais entamé un BTS que j'ai pas fini. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas reprendre le BTS compta. Donc je me suis inscrite dans une école. J'ai commencé à chercher les patrons. Je voulais faire en apprentissage. Et chercher un patron, bah j'ai pas trouvé. Parce que clairement, j'avais pas de permis à ce moment-là. Quand j'ai vu cet échec cuisant, je me suis dit, bon, faut peut-être que je réfléchisse à faire autre chose. Et j'en avais parlé à ma conseillère de la mission locale. Elle me dit, mais vous m'aviez dit que vous avez une chaîne YouTube et tout. Je dis, oui, j'ai une chaîne YouTube. Et justement, c'est-à-dire que vous avez un petit côté créatif et tout. Je dis, oui, vite fait, si vous voulez. Et là, elle me dit, bah, j'ai peut-être quelque chose pour vous. J'ai peut-être une formation d'AMP. Vous avez déjà entendu parler de ça, aide médico-psychologique? Bien. Petit disclaimer. Alors, moi, quand je l'ai passé, c'était encore AMP. Je sais que maintenant, c'est plus AMP, c'est AES. Elle me parle plus du côté créatif qu'il y a sur le boulot. Lui, c'est devoir faire des activités pour des gens, des groupes, enfin des personnes d'âge très diversifié. Ça peut être pour des enfants, pour des ados, pour des adultes, voire même pour des personnes âgées. Tout. Je dis, ah bon, d'accord, pourquoi pas. Au début, j'étais pas trop chaude. Et après, elle me dit, vous savez quoi, prenez le petit fascicule, allez vous renseigner. Vous pourriez peut-être faire le concours d'entrée. Je dis, je suis pas trop chaude, mais bon. Je rentre chez moi, je me renseigne et là je vois que elle m'a un peu baratinée en mode créatif et tout. C'est vrai, il y a un côté créatif, il y a des activités à faire et tout ça, mais c'est pas que ça en fait. Et surtout c'est vers un public très ciblé. Là en fait elle m'explique qu'il y a un concours d'entrée à passer avec une épreuve écrite et si l'épreuve écrite en a plus de 10, là on peut passer l'épreuve orale. Je passe l'épreuve écrite, j'ai un 12 sur 20 et suite à l'épreuve écrite, je passe un oral. Bon, je vais vous expliquer un peu comment s'est passée l'épreuve écrite. Donc, on arrive, on avait une dizaine de questions. Et en fait, les questions, c'était plus en mode, ils vont vous dire, en tant que AMP, dans telle situation, que ferez-vous? Vous se placer en tant que AMP, qu'est-ce que vous feriez pour telle ou telle situation, pour telle ou telle personne. Donc, c'était de ce que je me rappelle, parce que ça fait longtemps que je vous parle de ça. Je vais vous dire, ça date de 2015. J'ai eu 12 sur 20. Sachant que à l'époque, je l'ai passé à l'ITS de Tours, Institut du Travail Social, je crois, de genre. Et il n'y a pas de condition de diplôme, pas de condition d'âge non plus, je crois pas. Et il peut y avoir plusieurs situations pour ceux qui passent ce concours-là. On peut être sans emploi, on peut déjà faire le métier sans forcément avoir le diplôme. Quand on dépose le dossier d'inscription, il nous demande de faire une lettre de motivation. Et en fait, l'oral que j'ai eu tournait autour de cette lettre de motivation. Ils ont repris à peu près mon parcours, ils ont discuté mes motivations. Et toujours des questions sur des mises en situation en fait. Si demain vous êtes AMP, qu'il se passe ça, comment vous réagirez? Quelles sont les choses que vous pouvez proposer? Des choses comme ça. Et vu que je m'étais pas mal renseignée sur le métier, entre guillemets, bah, j'avais des bonnes réponses. Et à cet oral-là, j'ai eu 19 sur 20. Donc, c'est comme ça que j'ai été prise. Il fallait que je fasse partie des 10 premières pour que la région centre puisse financer ma formation. En termes de sous, comme j'ai dû arrêter de travailler et j'étais inscrite au Pôle emploi. Et en fait, à ce moment-là, je ne sais pas si la législation a changé depuis, quand tu es en formation et que tu es inscrite au Pôle emploi, le Pôle emploi me versait une somme forfaitaire de 600 euros. Avec ces 600 euros-là, j'avais quand même le droit de travailler, mais un nombre d'heures maximal. Je crois que c'était une vingtaine d'heures à peu près que j'avais le droit de travailler par mois pour pouvoir compléter ce revenu-là. Et en plus, quand j'ai commencé la formation, j'ai su que je pouvais être boursière. Et en fait, pour être boursière, encore une fois, à cette époque-là, il fallait quand même avoir un premier revenu que la bourse allait compléter. Et je crois que j'étais presque l'échelon maximal parce que j'avais, entre guillemets, que 600 euros.
Et j'avais à peu près la même somme pour la bourse. Je crois que j'avais à peu près 600, voire même 700, entre 600 et 700 euros de bourse par mois. Donc en fait, mes 600 euros du Pôle emploi cumulés avec mes 600 euros de bourse, sachant que de temps en temps, je travaillais toujours à Auchan. Au début, oui, parce qu'en fait, la formation se déroulait, j'avais une semaine de cours sur le mois, oui, et j'avais 3 semaines de stage. Donc pour les sous, ça me permettait de travailler à Auchan tant que j'avais pas de stage, et avoir la bourse tant que j'allais à l'école, et avoir le Pôle emploi tout le temps. Donc c'est vrai, j'étais le roi du pétrole, on va dire. J'ai pesé lourd dans le game, hein, vous comprenez. Surtout qu'à cette époque-là, en termes de charges, j'en avais pas énormément. Donc pour les sous, voilà. Maintenant pour le déroulement même de la formation. Comme je vous l'ai dit, dès que j'ai commencé, j'ai compris, on nous donne le programme, j'avais une semaine de cours par mois. Et ensuite, je devais trouver des stages. Sachant que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs cas. Moi, je faisais partie des gens qui étaient financés par la région. Donc, je devais faire 2 stages longs. Et dans mes 2 stages longs, je devais trouver 2 établissements qui étaient complètement différents. Donc, je ne peux pas faire mes 2 stages dans 2 maisons de retraite. Je devais faire avec des publics différents. J'en ai fait un dans une maison d'accueil spécialisée. Et le deuxième stage, je l'ai fait dans une maison de retraite. Et j'étais dans l'unité Alzheimer. Et dans le cas de ceux, par exemple, qui avaient déjà un employeur qui finançait leur formation, ils devaient faire un stage long sur leur lieu de travail. Et en plus, ils devaient faire, par contre, un autre stage court en dehors de leur lieu de travail. Donc en fait, sur un mois, si j'étais en stage pendant 3 semaines, j'étais en stage et une semaine, j'allais en cours. Et c'était comme ça tout le long de l'année. Et les périodes où j'ai pas de stage, bah, pendant 3 semaines, je fais ce que je veux. Je peux travailler ou alors me concentrer sur mes cours ou ne rien faire. Et ensuite, je retourne au cours pendant une semaine. Sachant qu'on avait droit à des vacances, je crois que c'était en été. Enfin, des vacances, on va dire l'établissement était fermé. Donc, à toi de voir si tu veux faire ton stage à ce moment-là, ou alors à toi de voir si tu veux rester chez toi. Sachant que pendant la formation, il y a on appelle ça des DC. Il y a différents thèmes, on va dire, entre guillemets, et il y en avait 6, si je ne me trompe pas. Et en fait, chaque DC représente des matières, on va dire, voilà, on va dire ça comme ça, c'est comme des matières. Il y en avait un, c'était par exemple sur le travail en équipe, le travail en établissement. Un autre DC, c'est par exemple sur la relation qu'on va tisser avec le public qu'on accueille. Un autre, ce sera par exemple sur les PP, les projets personnalisés. Enfin, je vous laisse aller vous renseigner, vous verrez tout ça si vous tapez AMP ou AES, vous verrez le programme, donc vous verrez toutes ces choses dont je parle. Et donc, tout au long de l'année, on doit travailler sur ces DC-là parce que pour l'examen final, on sera noté là-dessus en fait. Il y a, comment dire, tous ces chapitres-là représentent les DC qu'on doit valider pour pouvoir avoir le diplôme. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans la barre de commentaires. Si je peux vous répondre, je vous répondrai. Donc voilà, je peux parler de quoi d'autre. Après, vous avez parlé du déroulement de la formation. Bah, je peux peut-être vous parler des stages. Comme je vous l'ai dit, moi, ma formation a été financée par la région Centre. Donc les 2 stages que j'ai fait duraient à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Et en fait, pendant ces stages-là, bah, au début, j'observais. Parce que clairement, pour moi, en plus, qui ne connaissais pas du tout le milieu, c'était une découverte, mais totale. Donc j'observais beaucoup, je posais des questions, je prenais des notes. Et ensuite, bah, je passais à la pratique, accompagnée de quelqu'un. Et ensuite, je passais à la pratique toute seule. Voilà. Donc, dans l'exemple de la maison d'accueil où j'ai commencé, bah, au début, j'observais comment les employés faisaient, comment ils s'occupaient des usagers. Après, je faisais les actes accompagnés d'un professionnel. Et ensuite, j'étais en totale autonomie. Voilà. Et donc, en maison de retraite, c'était pareil. Au début, j'observais, je suivais... parce qu'en fait, dans chaque stage, j'ai une référente de stage. Donc, c'est une personnelle, souvent AMP elle-même, qui va me suivre tout le long de mon stage. Donc, au début, elle va me montrer comment faire. Ensuite, elle va voir comment je fais. Et ensuite, je pourrais faire toute seule et j'aurai juste à lui rendre des comptes ou à lui poser des questions si besoin. Moi, mes 2 stages, ils se sont plutôt pas mal déroulés. Normalement, pendant le stage, votre prof référent, entre guillemets, on va dire ça comme ça, il est censé venir faire une visite de stage, voir comment ça se passe, poser des questions à votre référente et à vous aussi, et voir, bref, évaluer à peu près comment ça se passe. Et à la fin de mon stage, elle m'avait mis, je crois, un 15 sur 20. Moi, j'étais dégoûtée de ma note parce que clairement, je trouvais que je bossais trop bien. J'ai même pas eu un jour de
d'absence, arrêt maladie, rien, j'étais toujours là. Il m'avait mis sur les horaires de celle qui me suivait. Donc je faisais exactement les mêmes horaires qu'un employé, sauf que bien sûr le stage il n'est pas rémunéré, rien du tout. Après bon c'est bien, c'est pour ma formation et tout ça, j'en suis consciente. Mais en fait je travaillais trop, surtout quand maison de retraite c'est des horaires décalés. Des fois t'es du matin, des fois t'es de journée, des fois t'es du soir. Bon je faisais pas les nuits, mais surtout les week-ends, je travaillais les week-ends. Et quand j'en avais parlé à mon prof référent, il m'a dit mais c'est pas normal, enfin, vous avez quand même un statut de stagiaire, vous n'avez pas un statut d'employé. Peut quand même faire des petites exceptions pour vous. Enfin, dans la maison d'accueil spécialisée, ça s'était bien passé. En tout cas, le stage, oui, ça s'était bien passé. Bon, bien sûr, c'est un peu comme partout le milieu professionnel, il y a toujours un con ou une connasse, clairement. Mais en gros, les stages à Tours, ça se passait. Enfin, je dis à Tours, je précise à Tours parce que la formation se passait à Tours Centre. Et mon premier stage dans la maison d'accueil spécialisée, je l'ai trouvé, c'était à Jouer-les-Tours. Bah, je vais vous dire c'est laquelle. Hein. C'était la maison d'accueil spécialisée les Elles-Vives qui appartient à l'association de l'ADAPI. Moi j'étais à l'accueil temporaire. Voilà. Et en fait moi j'habitais à Tours Centre Saint-Nicolas. Donc il fallait que je prenne le tram, que j'arrive à jouer les tours. Et heureusement j'avais un vélo. Et je prenais le vélo pour aller je crois que c'était à la mairie, oui, de la mairie de Jouer-les-Tours jusqu'à là-bas parce que c'était très mal desservi et j'avais pas de permis à ce moment-là. Donc voilà. Pour faire cette formation, je vous conseille, si vous avez la possibilité de passer votre permis avant, ça vous permettra, surtout si vous êtes en province. En région parisienne, c'est peut-être pas la même chose, je ne sais pas. En tout cas, en province, si vous avez votre permis, ça vous facilitera la chose pour trouver le lieu de stage. Parce que clairement, en tant qu'AMP, il y a de grandes chances que vous ayez des horaires décalés, que vous ayez des fois du matin, des fois du soir, ou même que vous fassiez les nuits. Enfin, voilà. Et pour faire cette formation-là, je pense que ce serait vraiment un plus pour vous. Et je pense même pour votre employeur si vous avez votre permis. Je me suis bien dit que tu étais trop calme depuis longtemps qu'on m'a entendu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour faire cette formation? Faites-vous des amis dans votre classe, on va dire ça comme ça, dans votre promo. Parce que pour réviser les fameux DC que je dis, il y a pas mal de définitions à connaître parce qu'il y a pas mal d'abréviations. CCAS, l'ARS, les IME, les ENI, enfin, bref, il y a plein d'abréviations comme ça que vous avez ça lors de l'examen final. On vous demande de donner les descriptions, les définitions, on va dire. Et c'est bien de pouvoir réviser en groupe. Comme vous faites les dossiers aussi, c'est bien de pouvoir se partager les idées. S'il y en a un qui a déjà fini, qui puisse montrer à l'autre. C'est une formation, en gros, pour résumer, parce que je pense que j'en ai pas vraiment parlé, c'est quoi une AMP. Mais bon, je pense que si tu cliques sur cette vidéo, c'est que tu sais déjà ce que c'est et que tu t'apprêtes à passer le concours. Donc une AMP, en tout cas une aide médico-psychologique, c'est une personne qui va accompagner des personnes en situation de handicap ou des personnes qui commencent à être dépendantes dans leur quotidien. Donc on va les accompagner pour le matin, prendre leur douche, se brosser les dents, se laver. Pour ceux qui ne sont plus mobiles, donc ils sont immobilisés dans un lit, on va leur faire leur toilette, les changer. On peut donner les médicaments aussi. Par exemple, en maison de retraite, les AMP peuvent donner les médicaments. Dans une maison de retraite, par exemple, une AMP peut s'occuper de la personne âgée. Donc, encore une fois, s'occuper d'elle physiquement. Et là, le côté activité, en fait, c'est beaucoup attendu pour toutes sortes de publics. Pour des enfants comme pour des adultes, leur proposer des activités, des choses à faire, en rapport ou pas avec pas leur handicap, mais des choses qui vont ou juste, entre guillemets, les divertir, ou alors les activités qui vont leur apprendre des choses. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas se brosser les dents, ça peut être un projet de lui apprendre à se brosser les dents. Quelqu'un qui n'a pas encore acquis la propreté, qui porte des protections, c'est comme ça qu'on dit. Ça peut être un projet de lui apprendre la propreté. Une personne âgée, par exemple, en maison de retraite, on peut essayer de travailler un peu leur mémoire, mais vraiment vite fait, parce que bon, si la personne a Alzheimer, c'est pas toi qui va faire qu'il deviendra plus Alzheimer, mais en fait, on essaye d'améliorer leur quotidien, de leur proposer des petits trucs drôles, des petites choses en rapport avec leur mémoire permanente, des choses dont ils se rappelleront toujours, par exemple leur prénom, des choses comme ça, dans certains cas. Enfin, ouais. Là, je rentre dans les détails, mais en gros, vous accompagnez la personne handicapée dans son quotidien. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc moi, actuellement, je travaille en tant qu'AMP dans un EMP, un établissement médico-pédagogique, je dis pas n'importe quoi.
Et en fait, c'est un établissement qui accueille des enfants de 3 ans à peu près, oui, de 3 ans à, on ne sait pas. Parce que normalement, ça s'arrêtait à 18 ans. Mais avec l'amendement Creton, bah, tant qu'il n'y a pas de solution, le jeune, il reste là. Donc moi, cet établissement-là, il accueille, on va dire, des enfants et des jeunes avec des handicaps divers et variés, des handicaps plus ou moins lourds, mais aucun handicap moteur. Moi, je travaille dans la section des jeunes autistes, donc des enfants autistes. C'est l'EMP où je travaille, il y a trois groupes qui sont répartis, entre guillemets, par âge, par capacité, par affinité, enfin voilà, de façon à ce que les groupes tiennent à peu près. C'est des groupes entre 5 et 6 enfants avec 2 professionnels, une AMP et la plupart du temps ou une monitrice éducatrice ou une éducatrice spécialisée. Voilà, deux professionnels pour 5 à 6 enfants. En gros, l'enfant peut être autiste, mais il peut aussi avoir un autre handicap. Il peut être trisomique et autiste. Et s'il est autiste, bah, il sera dans la section autiste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mon métier, voilà. Donc pour parler un peu de ce que je fais tous les jours, je travaille de 9h à 16h. Bon, pas tous les jours. Il y a des petites... il y a des jours où il y a des réunions. Le mercredi, par exemple, on les accueille que en demi-journée. Quand ils arrivent le matin, c'est un peu comme une salle de classe, en fait. On fait l'accueil, on se dit bonjour, on fait la date et tout ça. Et en fait, dans leur journée, il y a inclus des prises en charge telles que, par exemple, voir la psychologue ou ils ont sport. Ils ont aussi du scolaire. Il y a la psychomotricité, voilà. Et il y a aussi un autre truc, l'orthophoniste, voilà. Donc en fait, ils ont ces prises en charge-là tout au long de la semaine, réparties sur un emploi du temps. Et en fait, nous, on est là pour boucher les trous, entre guillemets, entre deux prises en charge, on appelle ça comme ça. Entre la séance de sport et, je sais pas, le scolaire, bah, il a toute sa journée que nous, on comble maintenant avec des activités qu'on leur propose, ou des activités ludiques, ou des petites choses pour travailler, je sais pas, par exemple, l'appréhension du stylo, ou pour travailler, comme je disais, la propreté, ou pour travailler la vie en communauté, ou juste des activités qui sont relaxantes. Par exemple, il y a des enfants à qui on propose des bains dans la journée, ou enfin voilà, des choses comme ça, avec des temps de récréation. Donc c'est un peu sur le système d'une école, mais c'est pas une école parce que c'est pas du scolaire du matin au soir, parce que de toute façon, c'est des enfants qui n'ont pas ce niveau-là. Et pour qui ce n'aura pas vraiment de sens de faire du scolaire de 9h à 16h. Et il y a aussi un temps de repas, bien évidemment. Et nous, on prend le repas avec eux. On appelle ça le repas thérapeutique. Parce que c'est pas que un repas. Nous, on va dire, on mange, mais notre tâche principale, c'est de les accompagner pendant ce temps-là. Leur apprendre à tenir les couverts, leur proposer, les inciter à manger pas mal de choses. Là où je travaille, on utilise un langage des signes simplifié, donc le Makaton. On leur apprend à pouvoir communiquer aussi pendant le repas. Par exemple, s'ils veulent du pain, on leur apprend à dire s'il te plaît, s'ils veulent de l'eau. Enfin, voilà, on leur apprend plein de petites choses qu'ils peuvent ensuite apporter chez eux, qui pourront leur servir pour pouvoir communiquer avec leurs parents, pour éviter cette frustration-là, parce que c'est très frustrant de ne pas pouvoir se faire comprendre, parce que beaucoup d'enfants n'ont pas accès à la parole. Donc, se faire comprendre, c'est compliqué. Si tu veux le crayon jaune et qu'on passe son temps à te donner toutes les couleurs sauf le jaune, ça devient frustrant, ça fait des crises et tout ça. Enfin bref, nous, notre boulot, en gros, c'est ça. Leur donner, entre guillemets, les armes pour pouvoir vivre en communauté avec les autres, pour pouvoir, comment je vais dire, assimiler leur spécificité, on va dire ça comme ça. Parce que c'est des enfants, des adultes, des jeunes, voilà, qui voient le monde vraiment pas comme nous autres on le voit. Et en termes d'évolution, je pense que ça peut être important de parler d'évolution parce qu'il y a une évolution possible. Par exemple, quand je faisais ma formation, il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà un métier. Il y avait par exemple des aides-soignantes, il y avait des éducatrices, enfin puricultrices, des EJE, éducatrices des jeunes enfants. Enfin bref, il y a beaucoup d'autres métiers qui venaient juste passer quelques certifications pour pouvoir avoir la certification AMP et pouvoir travailler dans d'autres établissements. Donc en tant que AMP, on peut passer entre guillemets des certifications pour faire autre chose qui est en rapport ou EJE ou aide-soignante ou par exemple monitrice éducatrice comme je disais auparavant. Parce qu'en fait, il y a à peu près 3 métiers dans cette, on va dire, le médico-social, on va dire ça comme ça. Il y a AMP, qui est le premier cran. Ensuite, il y a ME, monitrice éducatrice. Ensuite, il y a ES, éducatrice spécialisée. Donc, tu peux commencer en tant qu'AMP et ensuite, tu montes les échelons en passant par la VAE
ou en passant par les décès, quoi, retourner en formation et valider seulement les décès qu'il faut valider. Voilà, je pense avoir dit. Ah oui, si, peut-être vous parlez où est-ce que vous pouvez travailler. Donc vous pouvez travailler, je vais dire, un peu partout. Donc il y a un peu dans le médico-social, que vous pouvez travailler dans les établissements spécialisés, donc pour les enfants en situation de handicap, pour les adultes en situation de handicap, pour les adolescents en situation de handicap. Donc vous pouvez travailler dans des foyers, vous pouvez travailler pour des personnes vraiment handicapées physiquement et tout, donc pour les maisons d'accueil spécialisées. Vous pouvez travailler dans les hôpitaux, il y a des crèches qui peuvent avoir besoin, ou même dans des écoles. Il y a des écoles aussi qui recrutent des AMP pour accompagner justement, parce que dans certaines écoles, il y a des enfants peut-être trisomiques ou quoi qui suivent un parcours classique. Donc, ils peuvent avoir besoin de l'accompagnement d'une AMP. Vous pouvez travailler à votre compte. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des clients qui vous appellent et vous allez, par exemple, 1 heure chez Lucas pour l'accompagner pour un truc, 2 heures chez tel. Enfin, vous pouvez travailler à votre compte. Voilà. Vous pouvez travailler, comme je disais, en maison de retraite. Vous avez vraiment un large panel d'établissements, d'endroits où vous pouvez travailler. C'est ça qui est bien avec ce diplôme-là. Et vous avez la possibilité d'évoluer. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Si, la rémunération, c'est très important aussi. En tant qu'AMP, moi, je sais que quand j'ai commencé, je touchais, on va dire, le SMIC, mais vraiment le SMIC pile poil. Et en fait, la rémunération d'une AMP, c'est pas tant l'établissement qui décide, entre guillemets, il y a une grille, une tarification. Et plus vous avez d'années d'expérience, plus la paye augmente. Donc ça augmente petit à petit. Je sais que là, la dernière paye que j'ai eue, j'avais à peu près 1 300 €. Donc, sachant que j'ai commencé à 1180 quelque chose, vous voyez, ça augmente petit à petit. Sachant que je suis diplômée depuis 2017. Et en fait, si demain je change de boulot, ce qui est bien, bah, on va pas me remettre à la paye du début sous prétexte que j'ai changé de boulot. Je reste à la tarification que j'ai. Donc, plus vous restez AMP dans le temps, plus votre paye augmente. C'est pas des augmentations fulgurantes, mais voilà, la paye change. C'est pas le métier le plus cher payé, hein, clairement. C'est un métier très physique. Ça dépend d'où vous travaillez, mais si vous travaillez par exemple avec des personnes qui sont handicapées physiquement, vous allez devoir les porter, les aider, les tourner. Voilà, ça sollicite beaucoup le corps, beaucoup le dos. Donc, il faut avoir les bonnes postures. Les établissements, souvent, bah, ils forment à cela. Ils forment les employés à prendre les bonnes postures. Il y a aussi des machines pour aider. J'en ai utilisé pas mal dans la maison d'accueil spécialisée, des machines pour soulever les personnes parce que qui dit personnes en situation de handicap immobile, bah, souvent ils sont en surpoids. Donc, c'est compliqué pour les déplacer, pour les aider quoi, dans le quotidien. Ce qui est bien, c'est qu'il y a souvent des formations. En tout cas, partout où j'ai été, il y a vraiment pas mal de formations qui sont proposées aux employés, de l'initiative de l'établissement. Donc, je sais qu'où je travaille, il y a eu des formations pour la violence, comment, entre guillemets, se dépatouiller d'une situation un peu violente, d'un enfant qui pourrait vous étrangler ou d'un enfant qui pourrait vous mordre. Vous tirez les cheveux parce que quand un enfant attrape tes cheveux et qui dit qu'il ne veut plus les lâcher, bah, on vous apprend tout ça en fait, des modes de défense entre guillemets, parce que oui, il y a des situations où il faut se défendre sans faire mal aux jeunes qu'on accompagne, c'est ça le plus important, sans leur faire mal. Donc il y a pas mal de formations comme ça, comme je vous l'ai dit, on utilisait le Macathon, donc il y a des formations pour apprendre parce que c'est pas inné de savoir signer en Macathon, dire bonjour, dire merci, enfin, il y a plein de trucs, pour dire assis. Comme on dit ça, c'est pas déjà, c'est encore. Enfin, vous voyez, là, j'ai déjà oublié des trucs alors que c'était mon quotidien, mais il y a plein de formations, voilà, qui sont proposées aux employés, donc c'est vraiment bien. Quoi d'autre? Dites-moi si j'ai tout dit, hein, parce qu'après, qu'est-ce que je peux vous parler? Je peux vous dire, par exemple, les activités que je faisais avec les enfants. Il y avait des activités beaucoup sur le moteur, donc la motricité fine ou la motricité globale. Donc la motricité fine, ça va être par exemple d'enfiler des perles, le transvasement, quoi d'autre, des activités avec une pince, par exemple les pinces à linge. En fait, pour des enfants en situation de handicap, ça peut être très compliqué et ça peut nécessiter un apprentissage en fait. Et donc, on faisait des activités comme ça, on fait des activités, comme je dis, c'est la motricité globale, donc on mettait un petit parcours au sol qu'il fallait qu'il fasse, qu'il saute, qui tourne, voilà, des petits trucs comme ça. On fait des activités bon, classiques hein, qu'on fait un peu partout, du coloriage, de la peinture. La cour de récréation, c'est pas une cour de récréation classique, comme dans une école classique où on laisse les enfants et ils jouent tout seuls. Il y a des enfants souvent qui ne savent pas jouer tout seuls, qui ne savent pas s'occuper. Donc on leur propose des petites activités. Pour ceux qui peuvent, ça va être des activités classiques, on va jouer à chat, on va jouer à cache-cache, on va chanter, voilà, on va faire des petites choses comme ça. On va mettre des ballons.
Mais, comment dire, chaque enfant a sa particularité, donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il faut pouvoir être, comment on dit déjà, pour pouvoir s'adapter assez facilement. Par exemple, un enfant à qui on va proposer du coloriage, il y en a un qui saura très bien colorier sans dépasser ou autre. Un autre, il aura peut-être besoin d'aide, qu'on le guide au début, qu'on lui explique. Commencer peut-être par un cercle, après faire des trucs de plus en plus petits. Enfin voilà, c'est vraiment tout un accompagnement en fait. Un accompagnement qui est très individualisé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est très individualisé parce que, par exemple, je travaille dans une section autisme, mais en fait, il n'y a pas un enfant qui ressemble à l'autre, entre guillemets, dans l'expression de son handicap. Il y en a un qui va parler, l'autre qui ne parlera pas du tout. Un qui n'aura pas de problème avec tout ce qui est sensoriel, le son, la lumière. Un autre, non. On sait très bien qu'il n'aime pas trop quand c'est trop clair. Il n'aime pas, par exemple, les sons qui sont forts, donc il portera un casque. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de spécificités comme ça il faut en tenir compte parce que si tu n'en tiens pas compte, ça va être compliqué de pouvoir faire ton boulot. Et c'est pour ça que souvent, en tout cas moi, dans comment je veux dire, les enfants autistes, c'est des enfants qui demandent une prise en charge un peu plus pointue. Donc c'est pour ça qu'on a des petits groupes avec plus de personnel. Parce que dans le même établissement où je suis, il y a d'autres groupes avec des enfants qui ont juste un léger handicap intellectuel. Ce sont des groupes où ils vont être peut-être 6, mais avec seulement un professionnel. J'essaie de donner le plus d'informations possible. C'est sûr que je vais en oublier parce qu'il y en a tellement. Donc, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai. Par contre, poser des questions bien précises. Comme ça, je pourrais vraiment bien vous renseigner. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous renseigner. Google est votre meilleur ami. Voilà, j'espère que ce petit partage vous aura plu et je vous dis à la prochaine.